en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais aucun pays ne repaye jamais sa dette publique. Ça, c'est un mythe. En vérité, ce que fait un pays lorsqu'il doit commencer à rembourser sa dette, il rembourse de la main gauche ce qu'il réemprunte de la main droite. Ça s'appelle rouler sa dette. Tous les pays font ça. Absolument tous les pays font ça. La politique austéritaire, elle est inutile et nuisible. Et donc elle va provoquer exactement le contraire de ce qu'elle prétend. C'est-à-dire qu'elle prétend résoudre un problème qui en fait n'est pas majeur, qui est l'augmentation du déficit public, rapporté en tout cas au PIB. On est à 6% par rapport au PIB. Comme vous le savez, les traités européens nous obligent à rester en dessous des 3%. Donc je vais essayer de vous convaincre dans les 20 minutes que j'ai, là, un quart d'heure, que ce n'est pas du tout nécessaire et ça va produire exactement le contraire de ce que ça prétend produire. Et puis après, on regardera d'où ça vient et ce qu'on pourrait faire d'autre à part cette politique austéritaire. Ça n'est pas du tout nécessaire. Donc la dette publique rapportée au PIB aujourd'hui en France, c'est en gros 112%, 111, 112, 113. On pourrait dire c'est énorme, vous savez, 112%, comment est-ce qu'on va faire pour rembourser ça? Bon. Le Japon est à 250 et les Japonais ne sont pas morts. Donc j'explique ça dans le cours. Le ratio en fait dette publique sur PIB ne veut rien dire. C'est un très mauvais ratio. La dette publique, c'est un stock. Le PIB, le dénominateur, c'est un flux. Donc on compare des carottes avec des tomates, et après on se fait peur avec ces carottes et ces tomates. Donc le Japon est à 250% du PIB, et bon, il ne va pas bien, mais je veux dire, il a plus du double rapporté à son propre PIB de ce que nous avons nous, et ça n'empêche pas les Japonais de vivre. Le vrai ratio le plus intéressant, celui qui permet vraiment de mesurer, disons, la dangerosité ou la gravité de la dette publique, c'est un autre ratio dont on ne parle jamais, qui est le ratio entre le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que paye l'État sur sa dette publique, divisé par les recettes fiscales. Tout ça pour une année. Alors ça, c'est un ratio entre deux flux, et c'est le vrai ratio le plus intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais aucun pays ne repaye jamais sa dette publique. Ça, c'est un mythe. D'abord, il y a des tas de pays qui font défaut sur leur dette, en moyenne tous les 2 ans, depuis 40 ans. Vous en avez au moins donc une vingtaine qui ont fait défaut, même davantage en vérité, sur les 40 dernières années. Et ensuite, en vérité, ce que fait un pays lorsqu'il doit commencer à rembourser sa dette, il rembourse de la main gauche ce qu'il réemprunte de la main droite. Ça s'appelle rouler sa dette. Tous les pays font ça. Absolument tous les pays font ça. Et tout le monde est d'accord avec ça. Ce n'est pas une espèce d'entourloupe qu'on ferait sous le boisseau à l'insu des marchés financiers. Au contraire, les marchés financiers sont ravis de cette mesure. Pourquoi? Parce que ce qui permet à une banque fondamentalement de faire des profits, ça n'est pas le remboursement du capital. Donc j'explique ça aussi dans le cours. Lorsqu'une banque accorde un profit, donc vous avez un État comme l'État français qui fait ce qu'on appelle une adjudication du Trésor, donc il émet un bon du Trésor, une obligation d'État, qui est une reconnaissance de dette sur l'État, et puis vous avez quelqu'un qui achète ce bon du Trésor et donc qui prête à l'État. Ce quelqu'un, majoritairement, pour la France en tout cas, ce sont des banques. Et en plus, ces banques, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, vont revendre immédiatement ce titre de créance à la BCE, moyennant une petite marge, ce qui fait que pour elles, c'est Noël tous les jours, parce qu'elles ne courent aucun risque. Elles prêtent à l'État, elles revendent aussitôt, elles gagnent la différence, et elles peuvent s'acheter des cacahuètes avec ça. Et donc, au fond, dans cette opération, qu'est-ce que fait la banque? Elle crée de la monnaie pour prêter à l'État. Donc, ce qu'elle prête à l'État, ça n'est pas votre épargne que vous avez accumulée en suant sang et eau pendant toute votre vie. Voilà. Non. C'est de l'argent qui n'existait pas 5 minutes avant, que la banque crée ex nihilo. J'insiste là-dessus parce qu'il y a énormément de mythologie sur cette question. Les banques, leur boulot, c'est de créer de la monnaie. Et ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Elles ont reçu ça, en fait, du roi, au Moyen-Âge, qui leur a délégué le pouvoir royal, souverain, de frapper monnaie. C'est pour ça que ce sont des banques. C'est pour ça que vous ne pouvez pas ouvrir une banque demain matin au coin de la rue, parce qu'il vous faut la licence bancaire qui maintenant est accordée à la fois par l'État français et la Commission européenne. Ce n'est pas comme, disons, un autre type de travail que vous pourriez improviser. Vous pourriez vous dire, voilà, moi je suis très bon dans cette activité, j'ouvre un bureau pour donner des conseils, je deviens coach dans cette activité. Pour la banque, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le pouvoir de création monétaire est trop important pour que l'État laisse faire. Donc il contrôle. Et il vous accorde ou non la licence bancaire.
Donc la banque, quand elle achète le bon du Trésor, elle crée de la monnaie. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Un peu d'huile de coude. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui écrive sur un écran d'ordinateur je crée 10 millions pour acheter les bons du Trésor de l'État français ce mardi, je ne sais pas quoi. Et puis un peu d'électricité pour faire marcher l'ordinateur. Et c'est à peu près tout. Zéro. S'il y a des spécialistes dans la salle, vous pourrez entrer dans le détail de comment se fait cette opération d'écriture, apparemment magique, mais qui n'a rien de magique, de création monétaire. Cette monnaie, elle va circuler. L'État va l'utiliser, la dépenser, par exemple pour payer des instituteurs ou des infirmières dans les hôpitaux publics. Bon. Et puis un jour, vous vous demandez qu'on rembourse la dette. Quand on rembourse la dette, on détruit cette monnaie. Donc vous voyez que le secteur bancaire fonctionne comme le cœur dans le corps humain. Le sang, c'est la monnaie. Donc diastole, systole, le cœur injecte du sang dans le corps humain, le sang circule, c'est la monnaie. Puis le cœur rapatrie une partie de ce sang, pas tout heureusement, dans ses oreillettes. Et ça, c'est la destruction monétaire au moment du remboursement de la dette. Donc ne pas rembourser la dette, en fait, c'est juste laisser la monnaie continuer de circuler. L'État, en vérité, ne rembourse jamais la dette, c'est-à-dire qu'au moment où il doit rembourser, il réemprunte la même quantité. Et alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le secteur bancaire? Parce que ce qui permet au secteur bancaire de vivre, ce n'est pas le remboursement de la dette, ça lui sert strictement à rien. Ça, c'est vous détruisez la monnaie qu'il a créée. Bon. En fait, ça remet ses comptes à zéro. Ce qui lui permet de vivre, c'est le taux d'intérêt que vous payez tant que vous avez de la dette. Donc le fait de rouler la dette, ça permet potentiellement en tout cas de maintenir ad libitum le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts. Donc c'est ça en fait qui fait vivre le secteur bancaire, rien d'autre. Le secteur bancaire ne vit pas du remboursement de la dette, il vit des taux d'intérêt. Donc c'est une très bonne opération pour lui. Et en fait, il n'y a pas que les États qui roulent leur dette, il y a plein d'entreprises qui roulent leur dette également. Pas avec la même maturité. La maturité, c'est l'horizon auquel on rembourse la dette. Pour l'État, les États industrialisés en général, c'est 20-30 ans. Pour la majorité des entreprises, en moyenne, c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous avez même quelques ménages fortunés qui arrivent aussi à rouler leur dette. Alors vous et moi, c'est plus difficile, mais un ménage qui a beaucoup d'argent, il peut aller voir son banquier et lui dire « Bon, écoutez, je dois vous rembourser ça, vous allez me le prêter parce que je n'ai pas envie de le débourser de mon patrimoine. » Voilà. Et si le patrimoine est important, ben, le banquier va dire « Mais bien sûr. » Pourquoi? Parce que le banquier, il gagne. Lui, ce qu'il gagne, c'est les taux d'intérêt. Donc en fait, dans ces histoires de remboursement de dette publique, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt que paye l'État. Ça, par contre, il doit vraiment les payer chaque année, en principe. Voilà. Et là, il peut y avoir une difficulté. C'est-à-dire que pour payer ces intérêts-là, l'État, de fait, doit puiser dans ses recettes fiscales, dans son budget. Et donc, le seul ratio qui compte vraiment, c'est le ratio service de la dette divisé par recette fiscale. S'il est très élevé, alors là, on peut dire, ah oui, il commence à y avoir un problème, c'est-à-dire que en fait, cet État a des grandes difficultés à payer et financer le service de la dette avec ses recettes fiscales. Par exemple, parce qu'il a une administration déplorable qui n'arrive pas en fait, à prélever l'impôt, donc il n'a pas de recettes fiscales ou très peu. Bon. Alors, pour la France, donc on est à 112% de dette publique sur le PIB, parce qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Et en plus, en service de la dette divisé par les recettes fiscales, on est à 8,8%. Est-ce que c'est beaucoup? Non, pas du tout. C'est la moyenne de tous les pays industrialisés. Et la sagesse, disons, populaire sur les marchés financiers estime qu'en dessous de 15%, vous êtes bien. À partir de 15%, ça commence à devenir sérieux, ça commence à devenir beaucoup. Voilà. Le Japon est à 11-12%, voilà, avec 250% du PIB de dette publique. Et un certain nombre de pays des Suds qui, eux, sont à 20, 30, 40%. Alors là, ça chauffe beaucoup. Le Sri Lanka, par exemple, est à plus de 30%, même si, en fait, le Sri Lanka, vous avez suivi, a fait défaut sur sa dette déjà il y a 2 ans, mais n'est de nouveau plus capable de rembourser sa dette. Pourquoi? Parce que, justement, le service de la dette est à plus de 30% de ses recettes fiscales. Donc là, vous avez peut-être vu que le nouveau gouvernement, tout de gauche qu'il soit, vient de se mettre à genoux dans le FMI, parce que le FMI le tient. Pas du tout à cause du ratio dette publique sur PIB, mais à cause du ratio service de la dette sur recettes fiscales. Et donc en France, on n'a pas de problème de dette publique. Ça vous paraît peut-être étonnant, parce qu'on n'arrête pas de dire depuis des années que c'est un problème majeur, mais en fait on n'en a pas. On est à 8,8%, ce qui est très raisonnable. Voilà. Alors évidemment, il se peut que les marchés financiers jouent avec nous et augmentent le taux d'intérêt. Alors si le taux d'intérêt augmente, évidemment, le ratio va augmenter. Voilà. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de problème de dette publique. Alors après, il y a un deuxième argument qu'on a invoqué souvent, par exemple notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a le record de longévité du ministre de l'économie et des finances de la Ve République, puisqu'il est resté 5 ans.
non, pardon, il est resté 7 ans, 7 ans. Premier quinquennat plus 2 ans. Bruno Le Maire a souvent dit, voilà, on est à 56% de dépenses publiques du PIB, c'est beaucoup trop, quoi. Sous-entendu, Paris va ressembler à Pyongyang si on continue. On n'est pas loin de la Corée du Nord. Bon. Alors, en fait, quand vous entendez ça, la première fois, vous vous dites, bon, ça doit signifier que, en fait, en dépenses privées, on est à 44. Si on est à 56 en dépenses publiques, le PIB, donc on est à 44 en dépenses privées. C'est logique. Donc vous vous dites, oulala, vraiment, l'État, ça dépense beaucoup. Puis pour faire quoi? Pour payer en fait des instituteurs qui ne savent pas grand-chose. Donc ça fait 56%, c'est énorme, non? Sauf que la vérité, c'est que le secteur privé, lui, il est à 200% du PIB, de dépenses. Tout simplement parce que le PIB, ce n'est pas la somme des dépenses d'une économie. Et donc là, il y a une espèce de... Là, pour le coup, il y a une vraie entourloupe. Hein. Quand on calcule le ratio dépenses publiques sur PIB, de nouveau, on mélange des tomates avec des carottes. Là, ce sont bien deux flux, mais au numérateur, vous mettez des dépenses, et au dénominateur, vous mettez de la plus-value, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ce n'est pas la dépense. La dépense, en France, c'est 250% du PIB. Donc c'est 2,5 fois le PIB. Et là-dedans, vous avez en gros 200% de dépenses privées et 50% de dépenses publiques. Et donc en réalité, en termes de plus-value, la dépense publique, c'est en gros 20%, 21%, les mauvaises années 22% du PIB. L'Allemagne est à combien? 19%. Et pour une raison simple, c'est que l'Allemagne n'a pas les dépenses militaires que nous avons, nous, à cause notamment de l'arsenal nucléaire français. Donc, ce n'est pas du tout nettement mieux en Allemagne, et ce n'est pas du tout nettement pire en France. Et donc, on n'est pas du tout en train de se rapprocher de Pyongyang. On est autour de 20%, ce qui est la moyenne de tout le monde, et c'est un ratio qui est extrêmement stable depuis 30 ans. Il a augmenté légèrement sous le premier septennat de François Mitterrand dans les années 80. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là pour s'en souvenir, voilà, dans cette salle. Voilà. Et donc là aussi, c'est un deuxième mythe qu'il faut déboulonner, qui est, c'est faux qu'il y a une explosion des dépenses publiques en France rapportées au PIB. Ça va? Donc, première partie de ma réponse, en fait, il n'y a pas de sujet, en vérité. Deuxième partie, en plus, la politique austéritaire va aggraver le mal. Donc c'est vraiment la cure du médecin de Molière qui va tuer le malade, en fait, plutôt que de le guérir. Et pour la même raison que la politique d'austérité que nous avons infligée à la Grèce entre 2010 et 2020 a abouti exactement au contraire de ce qui était visé. Donc en 2010, au moment de l'explosion, de la dite explosion de la dette publique grecque, le ratio dette publique sur PIB, dont j'ai déjà dit que c'est un mauvais ratio, mais celui qui est utilisé par tout le monde, ce ratio était de 160% pour la Grèce. Donc vous savez qu'on a imposé une cure d'austérité drastique à la Grèce. On a baissé les salaires de tous les fonctionnaires de 25%. On a privatisé tout ce qui pouvait être privatisé, tous les aéroports, toutes les entreprises publiques. On a même privatisé une île du territoire souverain de la Grèce, qui a été vendue en fait à un armateur allemand. On a privatisé un bout du Pirée, qui a été vendu à un armateur chinois. Bon. Donc vraiment, ça a été la braderie totale. Et je me rappelle, début des années 2010, 11, 12, mes anciens camarades, puisque vous savez peut-être que dans une autre vie, j'ai travaillé sur les marchés financiers, les anciens camarades qui étaient sur les dérivés sur la dette publique grecque rigolaient entre eux en disant « mais bientôt ils vont nous vendre le Parthénon ». Alors à ton avis, ça vaut combien le Parthénon? Vous voyez, ce genre de blague qu'on raconte devant la machine à café. Bon. On a fait subir tout ça à la Grèce. Est-ce que ça a fait diminuer le ratio dette publique sur PIB? Non, ça l'a fait augmenter. Donc aujourd'hui, en 2020, on était à 180%. Après 2020, je vous accorde que ça n'a plus tellement de sens de comparer avec 2010, puisqu'entre-temps, il y a la pandémie, tout ça. Bon. Mais au moins en 2020, après 10 années d'austérité sanglante, le ratio est à 180 au lieu de 160. Donc on peut dire que c'est l'échec total de ce type de politique.